السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. من بعد le rôle de progestatif dans les avortements prématurés. سي عمر تتفضل وغادي يقدم لنا اليوم les hémorragies utérines ياك. Ouais, c'est les métroragies dans leur globalité, comment dans un cabinet médical on peut les gérer. D'accord? Donc merci. Tout à l'heure, nous avons deux messages à vous passer avant. Le premier message est par monsieur. Pardon. Donc c'est bon, indienne. Merci. Donc déjà merci bien sûr pour MG Maroc pour l'invitation et donc c'est des amis de longue date. Donc alhamdoulilah, donc on a une relation qui est ancienne. Aujourd'hui, c'est vrai que je vous ai parlé hier de la MECO, donc le 13e salon de la MECO. Donc Inch'Allah, j'espère que vous serez très nombreux. Donc ça va se dérouler en juin, donc du 6 au 9 juin 2024. Donc le pré-programme il est déjà prêt. Donc on a un pré-programme qui est assez bien fourni avec pas mal d'ateliers, des plénières et tout ça. Donc vous pourrez le consulter en bas. Donc soit chez l'agence Beyond. Donc, ou sinon, au moment de la plénière, ça va être distribué au niveau des chaises. Donc voilà, donc Inch'Allah, vous serez parmi nous et marhaba bikoum et voilà. Inch'Allah, merci. Deuxième message, lors de notre participation au congrès de MG France, j'ai été approché par le président du conseil de l'ordre de Mayotte, l'île de Mayotte, qui m'a proposé le recrutement, la prise en charge pour une durée déterminée de 3 mois à 6 mois, prise en charge pour les médecins généralistes marocains pour travailler à Mayotte. Ils se chargent du transport du Maroc jusqu'à Mayotte et le retour, et une indemnité, la prise en charge sur place, une indemnité de 5 000 € par mois. Alors pour les jeunes qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. On est tous jeunes en médecine. On reste jeunes jusqu'à la tombe, Inch'Allah. Parce que tout est dans la tête. Mayotte, c'est 12 heures de route quand même. Inch'Allah. Eh ben, c'est bien. Mayotte, c'est une belle ville. Comment? Mayotte, c'est vers la Réunion. Ça fait partie je crois que c'est le département Outre-mer. C'est les dom-tom français, donc ils cherchent des médecins. C'est clair qu'il y a une pénurie de médecins un peu partout dans le monde. Donc voilà. Donc on va parler des métroragies. Donc on va commencer. Voilà. Donc on commence. Donc cette l'hémorragie génitale. Donc c'est clair, quand une patiente saigne, il faut essayer de comprendre pourquoi et d'où ça vient. Donc ce sont des choses extrêmement importantes. Donc il faut examiner, la clinique reste toujours primordiale. Donc il faut savoir si c'est un saignement qui est d'origine vulvaire, d'origine vaginale ou d'origine endo-utérine. Donc ça c'est important avant de passer à des explorations. C'est vrai qu'on a tous notre outil qui est l'échographie, mais c'est avant de passer à l'écho, parce que parfois on fait des échographies systématiques sans examiner les patientes. Et nous en tant que gynéco, on a reçu des patientes qui saignaient, on leur faisait des échos et en fin de compte elles avaient un cancer du col.
où là, elles avaient un cancer de la vulve parce que le médecin n'a pas pris la peine de commencer par la clinique et d'examiner et de voir un petit peu, de voir la vulve de la patiente, de voir le vagin, de voir si c'est, ou là, ça peut être simplement une simple déchirure et on les met sous progestatif et tout ça. Et ça s'arrange pas et on comprend pas. Après, la patiente, elle reconsulte, elle va voir un autre médecin. Donc les patientes qui refusent de se faire examiner, à mon sens, c'est nous qui décidons du canevas, c'est nous qui décidons de comment faire. Donc c'est pas la patiente qui va vous dire non, faites-moi une écho. C'est mon avis. Je pense que la clinique est extrêmement importante. Donc ces saignements, ça peut être ça peut être purement gynécologique ou obstétrical. Donc quand une patiente saigne, c'est clair que si elle est en période d'activité génitale, il va y avoir des cas cliniques après. C'est juste un préambule pour essayer de. Donc, c'est clair que si elle saigne, si elle est en période d'activité génitale et si elle a des rapports, donc la première cause qu'il faut éliminer, c'est la grossesse extra-utérine chez ces patientes-là qui prennent la contraception de manière irrégulière. Donc la GU, donc le bêta-HCG est extrêmement important. Donc c'est ce qu'il y a je dirais, d'assez fréquent. La molydatiforme aussi, si la patiente saigne, c'est clair que si elle est enceinte, il faut penser à la mole. La fausse couche, on en a parlé hier, les menaces de fausse couche. Donc c'est clair que c'est des choses à éliminer. L'accouchement prématuré, bien sûr, quand ça saigne, ces patientes-là qui sont en menace d'accouchement prématuré, c'est souvent du fait des contractions utérines. Bon, il y a un étirement du col et en fin de compte, c'est souvent le col qui saigne. L'infection, bien sûr, l'infection génitale, donc tout ce qui est infection génitale basse ou infection génitale haute. Donc ça aussi, c'est des pertes qui sont malodorantes, mais qui peuvent être associées à des métrorragies. Donc et des douleurs bien sûr et de la fièvre. Donc il faut y penser. Le fibrome, le fibrome, c'est clair que quand ce fibrome-là, il est proche de l'endomètre, donc ça crée je dirais une altération de l'endomètre, ce qui fait qu'il y a des desquamations cellulaires endométriales et ça saigne. Donc c'est tous les fibromes que vous connaissez aujourd'hui avec la nouvelle classification, c'est les types 0, 1, 2. Eux, ils sont pourvoyeurs de saignement. Et donc, après, il y a les types 3 qui sont proches de l'endomètre, collés à l'endomètre, eux aussi. Et ils peuvent être source de saignement, donc il faut y penser. Et bien sûr, les fibromes hybrides, c'est les types 2, 5 et les types 3, 5. Ces fibromes-là hybrides, donc sont non seulement collés à l'endomètre et à la séreuse utérine. Donc ça aussi, ça peut éventuellement causer des saignements. Donc toute pathologie endocavitaire, quelle qu'elle soit, donc peut être source de saignement. Le polype qui est intracavitaire, le kyste de l'ovaire qui lui aussi peut être source de saignement, et bien sûr l'endométriose, l'adénomiose, oui. Un kyste de l'ovaire peut saigner par un trouble de la sécrétion hormonale. Et donc, il y a une stimulation endométriale. Et cette stimulation endométriale œstrogénique fait que, à un moment donné, cette stimulation peut s'arrêter parce que c'est en fin de compte la sécrétion hormonale par les kystes, elle est comme ça. Tu vois? Donc, c'est une courbe sinusoïdale. Donc, vous stimulez. C'est comme avant, on donnait une forte dose d'oestrogène chez des patientes qui saignaient de manière abondante. On donnait du prémarin à une certaine époque pour booster l'endomètre, pour créer, je dirais, une hypertrophie endométriale. Et à un moment donné, dès que vous arrêtez, il y a une desquamation des couches superficielles endométriales et ça saigne. C'est ça la physiologie du kyste de l'ovaire. D'accord? Et toute forme de kyste, toute forme de kyste de sécrétant, que ce soit un kyste, je dirais, kyste fonctionnel pur, folliculaire, ou un kyste hémorragique avec une hémorragie intrakystique. Donc, toute forme de kyste peut éventuellement être source de saignement et de douleur.
D'accord? L'endométriose, donc l'endométriose, elle aussi, elle est pourvoyée de saignements de par l'adénomiose. L'adénomiose qui, en fin de compte, tout le monde sait ce que c'est que l'adénomiose. Donc, alors vous avez tout ce que j'ai dit auparavant. Vous le connaissez, d'accord. Donc, oui, des questions? Alors, l'endométriose, l'endométriose pelvienne, donc elle peut être sous forme d'adénomiose ou là sous forme d'endométriose. Donc, l'adénomiose, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, c'est des glandes endométriales qui migrent à l'intérieur du myomètre. D'accord? Qui migrent à l'intérieur du myomètre. Donc, en fin de compte, ça commence au niveau de la glande. Il y a je dirais une invagination de ces glandes endométriales au niveau de l'endomètre et ça crée et on parle d'adénomiose. D'accord? Donc, et par contre, l'endométriose pelvienne, c'est différent. L'endométriose pelvienne, en fin de compte, c'est une migration de ces glandes endométriales, soit par voie, on disait, par voie tubaire. Donc, en fin de compte, au moment des règles, il y a des glandes qui passent par les trompes et ça se fixe, ça au niveau des trompes, ou là, ça va se fixer au niveau des ovaires, ou là, ça va se fixer au niveau du rectum, ou là, ça va se fixer dans le Douglas, un peu partout. D'accord? Après, il y a la théorie, il y a plusieurs théories. Après, il y a la théorie hématogène par voie sanguine. Donc, c'est toute une physiologie avec plusieurs facteurs qui font qu'il y a de l'endométriose. Il y a bien sûr, il y a une théorie génétique, une théorie métaplasique, donc il y a plusieurs théories de l'endométriose. Et donc, cette adénomiose, quand vous avez une migration de ces glandes à l'intérieur du muscle utérin, donc ça va créer, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'endomètre est modifié. Donc, il est sur le plan histologique, et c'est des patientes qui non seulement ont mal, c'est des patientes qui peuvent saigner. Donc après, le traitement de cette endométriose, c'est essayer de stopper les règles à ces patientes-là. Donc il y a un seul traitement, c'est l'arrêt des règles sur le plan médicamenteux, où là, quand vous avez des kystes, ou là vous avez une endométriose extrêmement douloureuse, là on peut aller jusqu'à la chirurgie, d'accord? Mais là où le problème, je dirais, n'est pas toujours très clair et très très difficile à gérer, c'est quand vous avez un kyste endométriosique chez une patiente qui est en période d'activité génitale, okay, et qui est dans le désir d'infertilité. D'accord? Parce que l'arbre décisionnel dans la prise en charge d'endométriose est un arbre décisionnel de douleur et de fertilité. Alors ça, c'est comme ça qu'on agit. La patiente, est-ce qu'elle a mal? Et la patiente, est-ce qu'elle est dans le désir de grossesse? Donc, si la patiente a mal, elle est dans le désir de grossesse, donc avant d'y aller en tant que chirurgien et d'y aller pour opérer, pour enlever quoi que ce soit, il faut connaître la réserve ovarienne de la patiente. Donc, il faut au minimum, aujourd'hui, le conseil, c'est le dosage de l'AMH. Obligatoire chez ces patientes-là. Il faut doser l'AMH pour avoir une idée sur sa réserve ovarienne. Parce qu'il y a plusieurs manières de prendre, surtout les kystes endométriosiques, parce que vous avez un gros kyste qui fait 8-9 cm, et si la patiente a une AMH qui est inférieure à 1, elle a une réserve ovarienne basse, et en plus, elle est dans le désir de grossesse, elle n'a pas d'enfant, il y a plusieurs manières d'agir sur ce kyste-là. C'est clair que s'il fait mal, on peut le ponctionner, le vider, on peut, et bien sûr, bloquer la patiente et après aller jusqu'à la PMA, la procréation médicament assistée et tout ça. Donc, mais si j'ai tant un des kystes, ça a fait s'eftal le chirurgien parce que, et ça on l'a constaté, maintenant ça fait plus de 20 ans qu'on pense à ça. C'est-à-dire que quand vous enlevez un kyste endométriosique, si le chirurgien n'est pas averti de la fertilité, au moment de la dissection, parce que l'endométrium, il est intimement adhérent à la paroi ovarienne. Et donc, quand vous disséquez, vous emmenez avec vous des follicules
et vous aggravez une insuffisance, une réserve ovarienne. Et donc, vous risquez d'abîmer, vous risquez d'aggraver les choses et la patiente se retrouve, qu'on a la réserve limite, ou une réserve extrêmement basse. Et après, c'est le trouble de la fertilité. Donc, c'est ça oui. Pour l'endométriose. Oui, non, c'est-à-dire que, vous savez, l'échographie aujourd'hui, l'échographie aujourd'hui est un outil qui est, je dirais, qui est extrêmement intéressant. Maintenant, quand on est bon échographiste, ça peut être suffisant, mais quand on a un doute sur, parce que quand vous avez un kyste endométriosique, ce kyste endométriosique aussi peut envahir le Douglas, il peut envahir le rectum et tout ça. Et donc, quand vous avez un doute sur une endométriose péritonéale associée, je dirais, c'est conseillé de faire un examen un peu plus poussé qu'on appelle l'IRM pelvienne. Et à ce moment-là, et même quand vous demandez une IRM pelvienne, il faut que ça soit fait par des gens qui sont avertis sur l'endométriose. Parce que pour chercher une endométriose des ligaments utérosacrés qui sont derrière l'utérus, une endométriose du Douglas, une endométriose, je dirais, qui touche le digestif et tout ça, eh ben l'IRM peut être intéressante. Et l'IRM va donner une cartographie précise parce qu'aujourd'hui, vous savez que pour prendre en charge une endométriose, il faut vraiment, c'est-à-dire dans certains centres, c'est des centres où il y a un comité pour la décision. Ça sera le gynécologue, le chirurgien, celui qui s'occupe de la fertilité et tout ça, et pour essayer de prendre la voie la plus sage vis-à-vis de cette patiente. Et on opère ces patientes-là surtout quand elles ont mal. C'est la douleur qui pousse les médecins je dirais, à les opérer. Oui. Non, elle dit que c'est l'endométrite. Non, c'est l'endométrite. L'endométrite chronique. L'endométrite chronique, on fait une biopsie endométriale. Et quand on fait la biopsie l'endométrite, c'est l'inflammation de l'endomètre. L'inflammation de l'endomètre est une cause de défaut d'implantation, est une cause de fausse couche et tout ça. Et là, il y a un marqueur qu'on appelle le CD138, que le laboratoire a, et grâce à ce marqueur-là, il peut nous dire est-ce qu'il y a une infiltration lymphoplasmocytaire qui est importante, et à ce moment-là, est-ce que cette patiente, parce que vous pouvez avoir une inflammation endométriale sans douleur, et c'est simplement des fausses couches. Ça, par expérience, on l'a trouvé chez des patientes qui font échec d'implantation, c'est-à-dire on transfère l'embryon ou et on fait cette recherche-là et on trouve cette inflammation. D'accord? Non, c'est-à-dire que, à mon sens, je vais vous dire, non, bien sûr, on a par rapport à ça. À mon sens, quand vous êtes face à une patiente qui a des fausses couches à répétition, et bien sûr, vous l'envoyez chez le gynéco pour faire une biopsie endométriale parce que vous pensez à l'endométrite chronique. Donc, c'est un travail en collaboration avec le gynécologue. Parce que, logiquement, il faut, quand vous êtes face à une endométrite chronique, logiquement, vous avez fait le diagnostic de l'endométrite chronique, mais après, il faut refaire une autre biopsie. D'accord? Pour refaire, une fois que vous avez terminé le traitement. C'est un traitement qui va de 15 jours à 3 semaines. On fait une association de traitements. Donc, on donne comment on appelle ça? On fait l'association bêta-lactamine, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui est Augmentin, Zamox, tous ces produits-là. Donc, on donne un médicament dans ce sens. En plus, on donne des quinolones en association, d'accord? Tout type de quinolone, bêta-lactamine et quinolone, d'accord? Les traitements sont de traitements de 15 jours à peu près. Et bien sûr, traitement de 15 jours d'antibiotiques, et bien sûr, il faut donner des corticoïdes.
Donc, on donne des corticoïdes jusqu'à, normalement, on donne 1 mg kilo de corticoïdes pendant un minimum de 15 jours. Parce qu'il faut aussi une association corticoïde plus une double antibiothérapie. D'accord? Donc, hadawa, le traitement qu'on donne chez ces patientes-là qui sont en échec, qui sont en défaut d'implantation et tout ça. OK? Donc, antibiotiques, bêta-lactamine plus les quinolones et parfois on peut aussi associer des cyclines, mais généralement c'est quinolones et bêta-lactamine. Oui? Non, une double antibiothérapie. L'expérience qu'on a, c'est une double antibiothérapie. Après, vous pouvez éventuellement, s'il y a une allergie au bêta-lactamine, à ce moment-là, c'est clair, vous ajoutez un autre antibiotique, type le Flagyl ou autre chose. D'accord? Mais c'est une double antibiothérapie pour essayer de, c'est-à-dire, c'est en fin de compte, c'est un traitement qui n'est pas, j'irais plus empirique qu'autre chose, parce que vous n'isolez pas de germes. Vous avez simplement une inflammation chronique. D'accord? Et ne pas oublier les probiotiques en association. Les probiotiques en association, soit par voie orale, ou là par voie vaginale. D'accord? Le corticoïde, on donne des corticoïdes. Ah, là, on donne des corticoïdes. Alors, il faut taper fort, il faut donner des corticoïdes chez ce type de patient. Quoi? N'importe quel probiotique. Je sais pas, Gynocaps, Gynoflore, d'accord? Tout type de probiotique a je dirais qui permet une altération de cette flore. Parce que quand vous donnez le probiotique par voie orale, ce sont des probiotiques qui peuvent avoir aussi une action génitale. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord? Des questions? Bien sûr, ne pas oublier chez la patiente qui est enceinte le placenta bas inséré. Donc, le placenta bas inséré, c'est clair que ça peut saigner. Et quel est le premier traitement du placenta bas inséré? Comment? Le repos, les antispasmodiques, tout ça. Et surtout, quand vous trouvez un placenta bas inséré à 20, 21, 22 semaines, ce placenta, avec la formation du segment inférieur, il peut remonter, d'accord? Donc, il peut remonter, donc il ne faut pas alarmer la patiente. Oui, parce que Alèche, pourquoi, à votre avis, on arrête les rapports chez la patiente qui a un placenta bas inséré? Voilà, parce qu'il y a une décharge. Parce que dans le liquide séminal, il y a des prostaglandines. Donc, il y a des prostaglandines. Ces prostaglandines-là provoquent des contractions. Et donc, si ça provoque des contractions, ça va, comme le placenta est dans une région qui est fragile, donc ça crée une dilacération placentaire. Et cette dilacération placentaire fait que ça saigne. D'accord? La région cervicale ou cervico-isthmique n'est pas comme le fond utérin où vous avez du muscle beaucoup plus épais et donc même si ça contracte, ça va pas saigner. Mais quand vous êtes en bas ou en cervical ou cervico-isthmique, là c'est une région qui est extrêmement fragile et les contractions font que ça peut saigner. On l'a dit, aujourd'hui, les progestatifs, on peut les donner au 2e trimestre, on peut les donner au 3e trimestre, du fait de leur action qui est myorelaxante, d'accord? Donc, cette action myorelaxante des progestatifs fait que oui, bien sûr, en association avec des antispasmodiques ou en association avec des inhibiteurs calciques, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce qu'on donne chez ces patientes-là qui contractent, qui ont un utérus contractile et qui saignent, on n'est plus dans les bêta-lactamines en première intention, on est dans les inhibiteurs calciques en première intention. Après, en seconde intention, les bêta-lactamines. Pourquoi? Parce que les bêta-mimétiques, les bêta-mimétiques en première intention. Parce qu'avant, on donnait les bêta-mimétiques en première intention. Maintenant, on donne les inhibiteurs calciques. Et ces bêta-mimétiques, pourquoi? Parce qu'ils entraînent une tachycardie. D'accord? Et cette tachycardie fait que il y a déjà eu des complications cardiaques chez ces patientes-là, chez qui on donnait du salbutamol, des médicaments comme ça. Et donc aujourd'hui, je me rappelle moi quand j'étais interne, on était obligé de faire un ECG
avant de démarrer les bêta-hémétiques. D'accord? Donc, on était obligé de faire un ECG avant. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est inhibiteur calcique. Alors, le seul souci des inhibiteurs calciques, eux aussi, voilà, il faut que parce qu'il y a des patients qui sont enceintes et qui ont des tensions aux alentours de 9,8. Quand vous donnez un inhibiteur calcique, quel qu'il soit, à libération prolongée ou l'inhibiteur calcique, comment? Ce qu'on donne HNAYA, c'est voilà. Ce qu'on donne HNAYA en la grossesse, c'est surtout le Loxène. Le Loxène LP50 ou la Loxène 20. C'est souvent ça ce qu'on donne en première intention. D'accord? Donc, mais il faut, alors si la patiente est aux alentours de 9,8, et je vais vous dire une chose, le meilleur traitement dans la menace d'accouchement prématuré, c'est le repos. Le repos et trouver la cause. S'il y a une infection, s'il y a, d'accord? Il faut chercher, il faut faire un bilan infectieux. L'hexacil, l'hexacil, c'est un antifibrinolytique. Normalement, c'est pas vraiment l'indication. Normalement, on le donne pas. Donc, normalement, on ne donne pas. On donne pas de l'hexacil chez des patientes qui sont quand est-ce que on utilise l'hexacil? On l'utilise surtout dans l'hémorragie de la délivrance, ou là, les hémorragies non gynécologiques. D'accord? Donc, les hémorragies, non obstétricales. Donc, tout ce qui est gynécologique pur, oui, on associe l'hexacil, qui est un antifibrinolytique et qui est intéressant, et on donne jusqu'à 3 grammes par jour. Donc, c'est de l'hexacil 500, on donne. Mais par contre, chez la patiente qui est déjà enceinte, franchement, non, l'hexacil, on n'a pas vraiment l'habitude de le donner. Oui? Si, bien sûr, ce que je dis. L'inhibiteur calcique, aujourd'hui, les progestatifs, on peut les donner même jusqu'au 3e trimestre de la grossesse, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de, je dirais, et on dit que le fait de donner des progestatifs, ça renforce les choses, parce qu'ils ont une action mieux relaxante. Donc, cette action mieux relaxante fait que on peut les donner au 2e et 3e trimestre. C'est-à-dire, c'est pas des produits que du 1er trimestre de la grossesse. Question? Oui? je, Là, je crois que j'ai je sais pas, je crois que j'ai un endométrium. Mais bon, c'est pas grave. Donc, l'endométrium sur le plan échographique, c'est une image sur le kyste de l'ovaire endométriosique. Il est finement échogène. D'accord? Il est finement échogène. Donc, et c'est avec une paroi qui est épaisse. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va le distinguer. Donc, je crois que je vais vous montrer. Comment? Il a plusieurs formes, mais je dirais c'est du vieux sang. Pourquoi? Parce que en fin de compte, c'est du sang. Parce que la différence avec le kyste, avec le kyste hémorragique, généralement, c'est du sang frais. Ça a saigné, c'est du sang frais. Ça peut cailloter, il y a un caillot. Alors que là, c'est du vieux sang, et ce sang, il s'épaissit, et dans cet aspect en verre dépoli, et il est finement échogène. Alors, non, c'est une paroi épaisse en principe. C'est une paroi épaisse. Alors, ce que j'ai ici, qui sont endométrium, ça c'est de l'adénomiose. 15 minutes. Ouais, voilà, donc kyste endométriose, que ça fait le crédit. Ah ouais. Voilà, vous avez vu? Donc ça c'est un kyste endométriosé qui est finement échogène, et là il y a une cloison, il est cloisonné, d'accord? Vous avez vu? C'est ça un kyste endométriose. Finement échogène avec une cloison. OK? Voilà, donc on va avancer. Voilà. Donc on continue. Donc le placenta prévia, la HRP, donc ça c'est une urgence obstétricale, donc ça c'est clair, et la rupture utérine, surtout chez les patients qui ont déjà eu un utérus cicatriciel. Il faut pas oublier le rapport qui est
le premier rapport qui peut donner des déchirures chez les jeunes qui viennent de se marier, ou Allah yahfad le viol si jamais il y a un doute. Donc, bien sûr, il faut explorer ces patientes-là et ne pas oublier l'HCG, bien sûr, en période chez ces patientes-là qui prennent ni pilule ni rien et qui ont des rapports. Donc, l'échographie, c'est l'outil, donc ça sert à rien d'en parler. Donc, premier cas clinique, patient de 20 ans qui saigne. Hein? Alors, ben d'accord. Le placenta prévient, la définition, c'est une définition de fin de grossesse. D'accord? C'est là où on parle de placenta prévient. Donc, d'accord. Au premier trimestre de la grossesse, on parle de trophoblaste. Au deuxième trimestre, on parle de placenta, de placentation. OK? Donc, le premier trimestre, c'est le tropho. Deuxième trimestre, placenta. Et quand le placenta saigne au deuxième trimestre, c'est un placenta bas inséré. On ne parle pas de placenta prévia. Placenta prévia, c'est le troisième trimestre. C'est après la formation du segment inférieur. Donc, c'est le troisième trimestre de la grossesse. Donc là, c'est une patiente qui est enceinte. Vous êtes d'accord? Alors, quand ça saigne, la première des choses, la première chose qu'il faut savoir, déjà, vous mettez un spéculant, vous voyez le col, le saignement, il est d'origine endo-utérin. Voilà. Ensuite, une fois qu'on vous fait l'échographie, il faut voir le col utérin, où est-ce qu'il est. D'accord? C'est extrêmement important. Est-ce que l'hématome, est-ce qu'il est proche du col ou là il est un peu loin du col? Est-ce que cet hématome est et deuxième chose importante à savoir, c'est quoi? La taille, d'accord. Mais la deuxième chose extrêmement importante, c'est quoi? Voilà. C'est où se trouve le placenta par rapport à cet hématome. Ou là, ce trophoblaste par rapport à cet hématome. Le col. Deuxièmement, le trophoblaste. Où est-ce qu'il est? Ou là, le placenta, où est-ce qu'il est? D'accord? Est-ce que l'hématome, dire un décollement, c'est un décollement de quoi? C'est un décollement, dans votre tête, quand vous parlez de décollement, vous parlez du décollement du trophoblaste ou là de décollement du placenta. Mais de temps en temps, ça saigne, le placenta a un petit le trophoblaste un petit mais l'hématome, il est de l'autre côté. Donc, c'est un hématome sous-amniotique. Vous avez l'hématome sous-amniotique, l'hématome intra-amniotique et l'hématome rétrochorial. Qui dit chorial dit tropho ou placenta. D'accord? Donc, là, il y a la définition de l'hématome. Et quand vous avez un hématome sous-amniotique, c'est ça, vous êtes dans un cabinet, est-ce que cette patiente-là est à risque? Parce que la question, est-ce que je gère en ambulatoire ou là, je dois hospitaliser? Donc, je suis face à un hématome chez une patiente qui saigne et c'est d'origine endo-utérin. Donc, parce que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'autres choses. Donc, parce que en ambulatoire, c'est quoi? Est-ce que je vais hospitaliser ou là, je vais traiter en ambulatoire, c'est-à-dire la patiente, elle rentre chez elle avec les conseils et ainsi de suite. Donc, je dois comprendre la quantité, le volume du saignement, ce qui est très abondant, très important. Deuxièmement, le siège de l'hématome. S'il est derrière le trophoblaste ou derrière le placenta, est-ce que c'est un hématome qui est extrêmement disséquant, c'est-à-dire qui va vraiment continuer à décoller ce trophoblaste et ça va se terminer en fausse couche. D'accord? Donc, je dois connaître la surface de l'hématome par rapport au trophoblaste. Est-ce que c'est 1/3, 2/3, les 3/3? Et à partir de cela, donc je vais savoir comment il faut gérer et comprendre la cause, parce que s'il y a un hématome, c'est qu'il y a eu des contractions utérines. Et ces contractions utérines, d'où elles viennent? Est-ce qu'il y a une infection urinaire? Donc il faut essayer de chercher tout ça. Oui. Est-ce que Ben oui. Regarde, c'est pour ça que je vous ai dit le col.
Quand vous voyez le col utérin, là, regardez ce cas clinique. Bien sûr, tout hématome, quel qu'il soit, dès qu'il décolle le tropho, ou là, il décolle l'amnios, ça sort en avant. D'accord? Parce que ça s'évacue. Comment ça sort? Parce que ça continue à contracter. Donc, il y a comment on appelle ça? Une extériorisation du saignement. Donc, et en plus, un hématome chez une patiente qui n'a pas de trouble de la coagulation, ça caillote, comme là, vous avez vu, il y a un caillot, et en même temps, il y a un peu de sang. Regardez. Vous avez vu, le col utérin, il est là. L'hématome, le trophoblaste. Le placenta, il est là. Donc là, le pronostic est bon, donc je peux gérer en ambulatoire. J'ai pas de trouble de l'hémostase, j'ai pas de trouble hémodynamique, j'ai rien, je ne suis pas à risque de menaces importantes de fausses couches, donc je peux gérer ça en ambulatoire. Comment je vais gérer? Je donne des progestatifs, je donne des antispasmodiques et je peux même donner des progestatifs par voie générale. D'accord? De la progestérone retard. Là aussi, ça renforce. Vous savez, on est aujourd'hui, on bombarde de progestatifs. Surtout qu'avec la PMA et tout ça, on fait vraiment des traitements assez lourds. On peut donner de la progestérone retard, ça nous arrive 2 fois par semaine. C'est dosé à 500 mg. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas le dosage IL 50 mg comme il existe dans les pays anglo-saxons, où ils peuvent prendre ça tous les jours. On n'a que le 500 et on peut faire 2 fois par semaine de progestérone retard par voie intramusculaire sans souci particulier. D'accord? La progestérone retard, des progestatifs par voie orale ou là par voie génitale si la patiente refuse par voie orale, si la patiente refuse l'appareil génital parce que ça la dérange de saignement et d'émettre des ovules, et les antispasmodiques, et je recherche l'infection, et je recommande le repos et l'arrêt de travail si la patiente bosse. Quoi? Le Dufastan dans l'aigu, on est à 4 comprimés. C'est dosé à 10 mg. On est à 4 comprimés, on est à 40 mg dans l'aigu. Le protocole d'IALHOM. D'accord? Jusqu'à les progestatifs, les progestatifs antispasmodiques, progestérone retard, vous les prolongez jusqu'à l'arrêt du saignement. C'est tout, comme le repos, comme tout ça. Donc, il n'y a pas de... Oui? Non, ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez faire 2 le matin, 2 le soir. Il n'y a aucun problème. Vous avez vu? Donc, hématome sous-amniotique. D'accord? Hématome sous-amniotique. Donc, on va continuer, on va faire un autre cas clinique. Regardez, ça c'est 28 ans, 2 enfants et qui saignent. Et voilà. Alors, et là, on a parlé. Là, vous allez me dire, regardez la vidéo, vous allez me dire, est-ce que ça peut se gérer en ambulatoire? Alash, non. ولكن attends, هاد السيدة هادي elle saigne. Le col فين هو؟ الفوق ياك؟ هذاك هو الكول، متفقين. Donc l'hématome, il est en regard du col. Le placenta فين هو؟ الفوق ولا لتحت؟ لا يقول لي واش il est postérieur. Bravo, il est postérieur. Donc vous avez vu, l'hématome, il ne prend qu'une petite partie du tropho. D'accord? Une toute petite partie du tropho. Donc ça peut se gérer en ambulatoire. Bien sûr. Si le volume du saignement n'est pas très important, c'est pas la grosse hémorragie, c'est un saignement qui est pas très important, plus l'hématome prend une petite partie, il prend même pas le tiers, hein. Vous avez vu? Il prend juste le trophoblaste, il est étolé et il est étalé. Donc, il ne prend que le tiers. Donc, à niveau donc c'est le tiers inférieur. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, cette patiente-là, elle sort avec des antispasmodiques, des progestatifs, le repos, et vous la rencontrez, vous la voyez une semaine après. Oui. Obligatoire, bien sûr.
Bien sûr que l'anti-D extrême, il est vraiment obligatoire dès que la patiente, elle saigne, elle est négative et son mari, il est positif. Ça, c'est clair qu'il faut pas oublier les gamma-globulines anti-D. Obligatoire. 300, bien sûr. Oui. Comment? Non, si elle saigne pas, vous supposez que c'est un hématome sur le plan échographique, sans aucune manifestation clinique, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une manifestation. Parce que c'est quoi? Parce que sur le plan physiologique, il faut comprendre les choses. Quand ça saigne, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une béance vasculaire, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture des vaisseaux. D'accord? Donc, quand il y a une ouverture des vaisseaux, il y a un risque d'échange entre la maman et son fœtus ou là son embryon. Donc, il y a un passage de globules rouges parce qu'il y a une béance. C'est pour ça qu'on dit que parfois, chez les patientes qui sont, c'est une première grossesse, et chez les patientes qui sont rhésus négatifs, patientes qui sont rhésus négatifs avec un mari rhésus positif, au 3e trimestre de la grossesse, du fait de l'ouverture des vaisseaux, du fait de la béance vasculaire, il peut y avoir des transfusions in utero au 3e trimestre de la grossesse, et ces patientes-là se retrouvent la prochaine grossesse elles ont déclaré l'immunité anti-D. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'aujourd'hui, parmi les recommandations chez ces patientes-là qui sont rhésus négatifs et mari rhésus plus, parmi les recommandations, c'est de faire de l'anti-D de manière préventive à 28 semaines d'aménorrhée. D'accord? À 28 semaines, c'est recommandé. Maintenant, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui sont pas. Mais ça fait partie des recommandations à 28 semaines du fait de l'ouverture des vaisseaux. Quand ça saigne les vaisseaux sont petits au 1er trimestre de la grossesse et au 2e trimestre de la grossesse. Mais quand vous supposez que c'est un hématome, les vaisseaux sont tellement petits, cet hématome-là, est-ce que vraiment c'est un hématome ou là c'est rien du tout? Donc il n'y a pas de passage. Donc ça sert à rien de donner de l'anti-D. Si ça saigne, c'est que il risque d'avoir un passage. Il y a un risque de passage du fait de la béance vasculaire. Et là, c'est clair que l'anti-D est extrêmement important. Donc toujours en médecine, je reviens à la physiologie. ما نعطيش شي حاجه اللي ما فهمتهاش. خصني نفهمها. Il faut agir de la même manière. Si j'ai un petit hématome chez une gémellaire, on a tendance à les hospitaliser assez, je dirais, de manière parce qu'on a un peu peur. Mais si j'ai un tout petit hématome comme celui-ci et c'est une gémellaire, première chose, la chose que je peux faire, en ambulatoire, la chose que je peux faire éventuellement, c'est au lieu de la revoir une semaine après, je vais la revoir 2-3 jours après. Oui? Quoi? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va le refaire après l'accouchement. Après, ça dépend. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut faire aussi un dosage, ce qu'on appelle, on peut faire aussi un dosage pour voir s'il y a encore des anticorps chez la maman. Si par contre vous avez fait, parce que l'anti-D, quand vous donnez 300 microgrammes, donc on vous donne du 300, ça agit sur 12 semaines. L'action thérapeutique, elle est de 12 semaines. Si vous avez injecté à 35-36 semaines et elle a accouché une semaine après, donc elle est protégée. D'accord? Pardon. Donc vous avez vu? Donc ça dit que vous avez compris le truc. Là, c'est bon, vous avez vu que c'est que une partie, c'est postérieur. OK? Tant que ça n'a pas évolué, que ça s'est pas compliqué, donc vous gardez le même traitement en repos et tout ça.
Et bien sûr, je recherche l'infection. Si par contre ça a évolué, là, à ce moment-là, il faut hospitaliser. Là aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut gérer en ambulatoire. Un enfant, ça saigne. Voilà. Donc, il faut me poser des questions. Donc, cette patiente, voilà. Donc, cette patiente, elle a déjà, elle était enceinte, elle a saigné, elle a expulsé une partie. Comment? Voilà. On est au premier trimestre de la grossesse. Voilà, c'est une rétention. Alors, la rétention, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des rétentions? Voilà, mais elle a déjà bêta-HCG, c'est clair que c'est extrêmement important. Pourquoi vous faites les bêta-HCG? Voilà, bravo. Donc c'est clair que les bêta-HCG quantitatifs sont extrêmement importants chez ce type de patiente. Et toute patiente qui a eu une aspiration pour fausse couche ou quoi que ce soit, c'est clair, il faut un examen anapath. Et bien sûr, les bêta-HCG, c'est important pour savoir si c'est une molle ou pas. D'accord? Parce que la prise en charge est différente. Alors, quand vous avez cette rétention-là, qu'est-ce que vous, en ambulatoire, vous faites quoi? Est-ce que vous l'envoyez chez le gynéco pour qu'il fasse une aspiration? Ben, dès que première des choses, hein? Bah oui, elle saigne. Elle saigne, et donc il y a quelque chose d'écogène à l'intérieur. Donc, quand c'est écogène comme ça peut être du tropho qui est encore là. Alors, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est parmi les solutions, c'est faire une aspiration, c'est faire une aspiration. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que, prenons le cas, c'est une patiente qui a déjà fait une aspiration. Mais c'est une rétention post-aspiration. Donc, si vous l'envoyez pour faire une nouvelle aspiration, quel est le risque? Voilà, donc c'est le risque de synéchie. Donc, quand vous avez ces images échogènes qui sont en faveur d'une rétention, les deux attitudes peuvent être intéressantes. C'est-à-dire, si elle a fait une fausse couche spontanée, elle a expulsé chez elle, ou quelques débris trophoblastiques, vous pouvez, si vraiment le saignement n'est pas très abondant, l'anti-D, c'est les négatifs, le mari positif, et vous pouvez la prendre en charge en ambulatoire, surtout démarrer l'antibiothérapie, ça c'est clair, il faut démarrer les antibiotiques chez ces patientes-là, et donner des antispasmodiques et recontrôler pour voir est-ce que les débris vont partir. D'accord? Mais on la laisse pas, on va pas la laisser dans la nature. Il faut vraiment recontrôler ces patientes-là. Antibiotiques, antispasmodiques. Avant, on avait du métergin qu'on donnait, Maprash d'abord. Et après, il y a le problème des prostaglandines. Ils sont pas en vente libre au Maroc. Mais c'est vrai, parmi les traitements qu'on donne, si vous étiez en France ou je ne sais où, ben on donne du Cytotec, et ça marche très bien. Ce sont des patients qui peuvent expulser sans problème. On leur met un comprimé intravaginal et toutes les 6 à 8 heures, la seule chose qu'il y a, c'est que ça donne des douleurs. Donc, il faut donner des antalgiques. Comment? Là, vous pouvez même, elle peut l'utiliser en ambulatoire, il n'y a aucun problème. D'accord? S'il vous plaît. Et en 2 minutes, ça fait. Et bien sûr, ces patientes-là, il faut pas les laisser il faut les revoir. Par contre, si le saignement est abondant et que vous êtes dans le souci que les choses s'aggravent ou que la nuit elle se réveille avec une hémorragie importante, dans ce cas-là, c'est clair, vous l'adressez chez le gynéco qui va faire une aspiration de ces débris, trophoblastiques mélangés avec du sang. D'accord? Donc, et surtout, ça, c'est une chose, d'ailleurs, j'avais aussi une vidéo sur la molle.
avec la conduite à tenir, extrêmement important chez ces patientes qui saignent de manière comme ça, de faire un bêta-HCG quantitatif pour voir la quantité d'HCG. Parce qu'après, si elle est à 100 000 d'HCG, donc là, vous êtes face à une molle et donc il faut vraiment la surveiller, voir la décroissance de l'HCG de manière hebdomadaire jusqu'à négativation. Et après, on recontrôle de manière mensuelle. Après, on recontrôle de manière mensuelle. Ça dépend si c'est une molle partielle ou une molle complète, soit 6 mois, soit 1 an, et mettre ces patientes-là sous contraceptif. Donc ça, c'est important. Pour le compte, bien sûr, tout ça, c'est en ambulatoire. Beaucoup de choses peuvent être faites en ambulatoire. Merci, M. Moukwar. Je crois. On nous presse. On nous presse pour la salle. Ah, je comprends, Yann. Il y a un autre atelier qui Bien sûr, marhaba. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup.